L'enfer aussi à son orchestre, c'est le titre de l'ouvrage que vous publiez, Elios Azoulay, avec Pierre-Emmanuel Mendoza. C'est publié aux éditions Vibert. Alors, il s'agit d'un livre, on connaît votre attachement, votre combat pour ressusciter en quelque sorte ces malheureux qui sont morts dans les camps de concentration et pour certains d'entre eux qui ont composé des musiques assez extraordinaires. Absolument, parce que quand vous dites les malheureux qui sont morts dans les camps de concentration, il ne faut jamais oublier qu'ils ont été aussi en vie là-bas. Et qu'être en vie, c'était vraiment encore peut-être plus lourd à porter que ce qu'on imagine. Et la raison pour laquelle je suis passionné par ces musiques-là, par tout ce qui est sorti artistiquement de ces hommes et ces femmes-là dans les camps, c'est parce que toutes les œuvres possèdent une densité et sont gorgées d'une telle puissance, d'une telle vie et d'une telle beauté que c'est impossible de ne pas se sentir touché par quelque chose d'une telle puissance. Alors, on va écouter quelques notes d'une musique d'Émile Gouet, qui lui a survécu au camp, puisqu'il est mort en 1946. Mais enfin, dans quel état il est rentré? Il est mort après, parce qu'il est mort des suites, évidemment, des maladies qu'il avait contractées là-bas. Il était, lui, officier français, donc pas du tout juif, prisonnier, évidemment, comme tous ces pauvres gars qui ont fait la guerre pour presque... Dans un nauflag. Exactement, dans un nauflag. Et là-bas, la vie était organisée de manière tout à fait différente dans un nauflag que dans un camp de concentration, d'extermination. Et donc, il a pu composer des pièces. Et ce qu'on entend est un magnifique quatuor qui est enregistré dans le disque qui accompagne le livre. C'est absolument bouleversant. Enfin, voilà. Et je crois que les quelques notes qu'on entend sont suffisamment poignantes pour qu'on soit déjà presque là-bas, rien qu'en écoutant ça. Alors c'est presque une mélopée. Oui. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y avait plusieurs catégories de prisonniers, en quelque sorte, qui faisaient de la musique. Alors il y a le prisonnier qui était, j'allais dire, un peu privilégié, parce que finalement les nazis qui se targuaient d'être des gens très cultivés, Oui, oui. en fait vous dites dans votre livre qu'ils ont volé la culture, Absolument. selon apparaît, Mais ils n'étaient pas obligatoirement cultivés d'ailleurs. Mais je suis très heureux que vous m'entrepreniez sur ce point-là. Je crois que c'est vraiment un poncif à définitivement balayer. Ça a passionné un certain nombre d'écrivains mauvais ou qui vont un petit peu vite. Non, je veux dire, les nazis n'étaient pas tant amateurs d'art que ça. Je veux dire, et s'ils aimaient la musique... Ou alors de l'art officiel. Oui, si vous voulez, mais en fait, je veux dire, Wagner. Et il ne suffit pas d'aimer pour aimer. Je veux dire, il faut être à la hauteur de ce qu'on aime. Quand on est capable de voir tous les artistes sublimes qu'ils ont assassinés ou piétinés, je veux dire, c'est une véritable peine de mort à l'intelligence que le nazisme. Donc moi, ce sont des gens à qui je refuse le droit d'aimer la musique. C'est beaucoup plus noble que ça, la question de l'amour. Alors en même temps, il donnait la possibilité à des musiciens qu'ils voyaient débarquer des trains avec un violon, Oui. avec une flûte, etc. Il disait, bon, on vous met de côté et puis vous allez, entre guillemets, mettre un peu d'humanité dans ces camps. C'était n'importe quoi parce que, Oui. comme ils étaient condamnés à mort par définition, l'humanité... Absolument, était oui. Je court crois terme. que, je ne sais pas si le terme d'humanité était dans leur bouche. Ce qui est la réalité, c'est que il est vrai que les musiciens étaient finalement des pièces précieuses. Et un violoniste était effectivement quelqu'un qui pouvait à un certain moment évidemment leur rendre service dans tout leur simulacre d'utilisation de musique, puisqu'il y avait de la musique dans tous les camps pour la propre distraction des nazis dans un premier temps, bien évidemment. Alors, il y a aussi ceux qui vont faire de la musique Oui. parce qu'ils vont trouver le moyen de dépasser justement cet enfer que vous évoquez. Oui. Et grâce à la musique, d'une certaine façon, ils vont prolonger leur vie, leur œuvre et transmettre des messages. Absolument. Oui, et c'est ça qui m'intéresse le plus, en fait. C'est toute cette magnifique œuvre et tout ce magnifique corpus clandestin, finalement. Des femmes, des hommes, parfois compositeurs, parfois simplement amateurs, ont vu surgir d'eux, au milieu de toute cette enfer de mort, n'est-ce pas? Eh bien, parfois, de la musique. Alors, soit ça pouvait être évidemment des airs qui chantaient, des petits airs yiddish, ou des... qu'importe. Ce qu'on retrouve dans votre disque d'ailleurs. Absolument, tout à fait, il y a tout. Le disque qui accompagne ce livre. Exactement, dans le disque, et, ça, et dans les récits aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on part finalement de la berceuse et on va jusqu'au quatuor à cordes. Et c'est ça qui est intéressant, si vous permettez, Philippe, c'est que il y a, plus je travaille, plus j'en suis arrivé à la conclusion absolue que c'est impossible de faire une hiérarchie. Il n'y a pas de grande ou de petite musique dans les camps. Toutes les œuvres sont gorgées, possèdent la même densité. Ainsi, une berceuse que chantait un père pour son enfant mort, ou une berceuse que chantait une femme pour un enfant encore en vie, et les opéras même qui se sont composés là-bas, eh bien, sont toutes
d'une telle force que c'est impossible de ne pas avoir le ventre noué quand on écoute ça. Alors, parmi les exemples, il y en a plusieurs qui sont particulièrement poignants. Ouais. Alors, il y a par exemple cette femme qui accompagne des enfants Oui. jusqu'au bout, en quelque sorte, et grâce à la musique qui va les aider, finalement, jusqu'à la fin. Écoutez, en tout cas, la musique a été présente même jusque-là. C'est-à-dire même au moment où les portes se sont fermées dans les chambres à gaz, il est arrivé que la musique soit là. C'était parfois une femme avec une berceuse qui accompagnait un groupe d'enfants, puisqu'elle était infirmière du camp. Et c'était parfois des musiques de révolte, l'hymne national tchèque, qui est comme une espèce de mur qui s'effondre sur ces salopards qui les empênent à la mort. Vous voyez, la musique a des fonctions à chaque fois tout à fait différentes, si je puis dire. Alors, vous évoquez, vous citez bien évidemment Hélène Viernik, par exemple, qui a joué. Son frère était probablement gazé, c'est ce que vous expliquez dans le livre. Et en fait, elle va jouer. Il y a aussi cet orchestre qui vient dans ce qui est considéré comme étant un dispensaire, même pas d'hôpital. Alors, la description est absolument apocalyptique. Je ne la conseille pas aux âmes sensibles de l'endroit où se trouvent ces malheureuses. Et ils viennent jouer parce qu'on leur a dit de venir jouer. Et les femmes... Elles disent, partez. Allez-vous-en, c'est insupportable. Laissez-nous crever. Voilà, exactement. Oui, c'est très intéressant de voir à quel point et en tant que musicien et en tant que compositeur, toutes les convocations musicales dans cet univers-là posent la question de la raison d'être de la musique de manière absolument centrale. Je veux dire que ce soit on parlait d'un hymne, que ce soit une berceuse ou un quatuor à cordes comme on l'écoutait tout à l'heure, toutes ces œuvres-là posent la question centrale de comment, pourquoi, qu'est-ce que c'est que la musique, qu'est-ce qu'elle fait là et qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Voilà. Alors, en même temps, elle est manipulée. Là, vous évoquez Schulz, l'Allemand qui travaille donc aux cuisines. Il a été clown. Donc, on pourrait supposer que c'est quelqu'un qui a quand même un peu d'humanisme, des fois d'avoir de l'humanité. Et en fait, c'est lui qui emmène le malheureux qui a essayé de se sauver, tout simplement, et qui va être battu à mort. Musique voilà. Oui. Alors, les orphelines polonaises. Alors, ça, c'est un chapitre aussi qui évoque, parce que c'est vrai que la musique polonaise était proscrite, puisque c'était de la musique de dégénérés aux yeux des nazis. Absolument. Quand on connaît Chopin... oui, vous savez, les nazis, ils n'avaient pas droit à Chopin, ils n'avaient pas droit à Mendelssohn, ils n'avaient pas droit à plein de choses. Ils se sont privés, ces imbéciles qui aimaient tant la musique, de magnifiques chefs-d'œuvre. Voilà. Alors, donc Simon Lax retrouve des polonaises varsoviennes. Par terre, un manuscrit du XVIIIe siècle à Auschwitz. Ouais. Et il les joue dans la clandestinité du bloc des musiciens. C'est une musique très très belle. Alors j'ai retenu aussi parmi les propos que vous avez tenus concernant cette période, vous dites « Je ne crois pas que nous soyons arrivés au bout du langage pour raconter tout ça, mais plutôt que nous sommes seulement arrivés au bout de ce que nous pouvons supporter des mots. » Oui, c'est vrai. Je crois que c'est quelque chose... Oui, parce qu'on dit souvent c'est indicible. Je crois au contraire que c'est dissible, mais que ce qui est arrivé est une peine trop lourde. C'est une charge trop lourde et les mots peinent à supporter le poids des faits et des actes. Mais pour autant, il faut parler, et moi qui suis musicien et homme de scène qui sur scène parle autant que je vous parle là maintenant aujourd'hui, je suis persuadé que cette musique et l'histoire qui sue tellement dans cette musique doit être racontée. Ça ne peut pas devenir des œuvres de répertoire, ça n'est pas vrai. On ne met pas cette musique sous cloche et on la regarde en tournant autour en disant c'est beau, c'est beau. Non, c'est terrible et moi je vais vous dire pourquoi c'est terrible. Et c'est pour ça que finalement, ce livre est une espèce d'hyper-livret au disque qui l'accompagne. Mais écoutez, Elios Azoulay, merci. Je voudrais quand même qu'on rappelle que chaque année à Rouen, vous donnez un concert avec justement cette musique d'écran, cette musique sortie de l'enfer. Je me suis laissé dire que ça passait de mieux en mieux auprès d'un public peut-être qui se dit, qui a peut-être un petit peu peur de découvrir cette musique et qui a tort d'avoir peur. Parce qu'en fait, c'est une très très belle musique et puis il faut le savoir. Et alors, je me souviens aussi d'une phrase que vous aviez prononcée il y a quelque temps. Vous avez dit « Le devoir de mémoire ne vaut que s'il y a d'abord un devoir d'histoire ». Est-ce que vous trouvez que l'éducation que nous donnons à nos enfants, elle est à la hauteur justement de ces drames qui se sont produits et puis des craintes qu'on peut avoir éventuellement dans le monde dans lequel on vit? Je crois qu'en tout cas, je n'ai jamais eu moins le sentiment de faire de l'histoire aujourd'hui que faire de l'actualité. Je n'ai jamais considéré le passé comme passé, de peur qu'il ne repasse. Je considère qu'il est capital, important de nous cultiver, de savoir
Et vous déconseillez tout à l'heure aux âmes sensibles le livre. Moi, c'est le contraire. Je le leur conseille. C'est un livre, évidemment, qui est dur. Je ne les conseille pas, le livre. Je plaisantais. Il y a certains extraits qui sont vraiment très durs. Mais évidemment. Mais au contraire, il faut le lire. C'est pas... évidemment, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du terrible. Mais il faut aller plus loin. Quant aux enfants, vous savez, moi, j'ai dirigé un opéra pour enfants qui s'appelle Brundibar, avec des gamins. Les enfants, il faut tout leur dire, mais sans les traumatiser. Et ça, c'est possible. Il faut trouver les mots. Mais bien sûr, mais il n'y a rien de plus important que le langage. Vous avez complètement raison. Alors écoutez, c'est surtout pas un journaliste qui va vous dire le contraire. Alors l'enfer aussi à son orchestre. Donc je rappelle le titre de cet ouvrage, La musique dans les camps, que vous avez réalisé, je parle du livre avec Pierre-Emmanuel Dauzat, qui s'accompagne d'un très beau disque justement sur la musique des camps. Et c'est publié aux éditions Vibert. Merci beaucoup Elias Azoulay. Merci à vous. Et puis rendez-vous à un prochain livre. Avec plaisir.